Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis maître de conférence effectivement en histoire. Et avant de commencer, je voulais vraiment remercier les organisateurs de m'offrir cette occasion d'évoquer cette histoire de la santé. Alors, je vous expliquerai comment j'ai travaillé modestement sur ce sujet. Donc remercier les organisateurs parce que mon propos, il est un peu à part. Alors, j'ai la chance d'intervenir aux côtés de Christiane Serge, mais j'ai été un peu mauvaise élève. En histoire, on n'est pas trop PowerPoint. Donc, du coup, vous aurez droit à une communication assez classique, j'espère quand même intéressante. Donc, je me suis intéressée, en fait, plus particulièrement à la sécurité sanitaire et à son lien, en fait, avec l'histoire de la Guyane, dans le cadre d'un projet de recherche qui est un projet FEDER, qui s'appelait TEMCOF, pour territoire, population et Covid-19. Alors à l'époque, j'étais effectivement directrice du laboratoire Minéa, et c'était notre premier projet FEDER. Donc c'est un projet qui a été coordonné par mon collègue géographe Thierry Nicolas, et qui avait pour ambition de se présenter comme un retour d'expérience sur la crise Covid-19 avec une équipe pluridisciplinaire, et en développant une approche territorialisée de la pandémie à l'échelle de la Guyane. Alors moi, en tant qu'historienne, ce que j'avais souhaité faire, c'est retracer un peu le contexte de cette question de la sécurité sanitaire avec ma spécialité, puisque je suis spécialiste de l'histoire coloniale et de la décolonisation. Et donc, je me suis surtout intéressée sur le temps long de cette sécurité sanitaire, temps long, enfin 19e, début 20e. Pourquoi ? Parce que, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais la Guyane a été une colonie jusqu'en 1946, jusqu'à la départementalisation. Et cette question de la sécurité sanitaire, elle doit se comprendre aussi dans le contexte colonial et impérial. Alors, c'est une modeste contribution, tout simplement parce que l'histoire de la santé en Guyane reste à écrire. Il n'y a pas eu de travaux exhaustifs sur cette question-là. Alors, il y a eu la thèse de Sophie Bougarel sur la géographie de la santé. Il y a eu quelques travaux là-dessus, mais il n'existe encore pas de belles thèses sur cette histoire de la santé. Et comme je disais à d'autres collègues médecins, à l'aube du CHU, ce serait intéressant d'avoir un projet qui puisse retracer cette longue histoire de la santé en Guyane. Alors, c'est une histoire qui s'inscrit dans un champ disciplinaire donc dynamique. L'histoire de la santé, aujourd'hui, s'est extirpée d'une approche trop médicale pour une histoire sociale. Et sur la question de l'histoire de la santé pendant la période coloniale, on a une historiographie assez singulière où nos collègues anglophones sont peut-être plus pionnés que nous, mais il y a quand même de travaux importants qui se font dans cette perspective aussi d'histoire connectée. Alors, en contexte colonial et impérial, tout à l'heure Guillaume parlait des dominations, il va en être question pas mal dans ce propos. Donc en contexte colonial et impérial, les modalités de la domination, elles sont plurielles et elles diffèrent d'une société à l'autre. La société coloniale guyanaise est très différente de la société coloniale en Indochine. Alors pourquoi l'Indochine ? Parce que les deux pays vont partager une histoire commune au travers des établissements pénitentiaires spéciaux qui sont créés dans les années 30. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en fait, toutes ces sociétés ont pour nœud gordien la violence, le contrôle social, l'exploitation des ressources et un racisme qui est institutionnalisé. La Guyane, dans ce contexte-là, elle va avoir une histoire différente, puisque après 1848 et l'abolition de l'esclavage, les populations du littoral vont évoluer différemment des populations de ce qu'on appelle l'interland, l'intérieur du territoire. Au XIXe siècle, on a ce qu'on appelle les habits neufs du colonialisme, donc on est dans un deuxième âge de l'histoire coloniale, et dans ce deuxième âge de l'histoire coloniale, la domination, elle est véritablement érigée en dogme, c'est-à-dire que les espaces, les hommes, mais également les corps et les esprits doivent être contrôlés pour servir le projet colonial. Dans ce contrôle des corps et des esprits, en situation coloniale, le médecin va se muer en agent de la colonisation. Il va être un relais indispensable de l'administration auprès des populations locales. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant le 19e siècle, il n'y a pas eu de médecins dans les Outre-mer. Au contraire, avant la Révolution française, on a eu des médecins envoyés dans les colonies, notamment des médecins de la marine. Mais ce qui est intéressant dans ce long 19e siècle, c'est que véritablement la médecine coloniale militaire et la médecine coloniale française, elle se développe véritablement à ce moment-là et elle est intimement liée à cette expansion coloniale de la fin du XIXe siècle. L'Empire
Je parlais tout à l'heure de Sophie Bougarel, mais effectivement, l'Empire, c'est un projet géographique par essence, pour reprendre les termes d'Édouard Saïd. Et la colonisation, elle s'est faite de manière empirique. Et la construction des savoirs médicaux aussi. C'est-à-dire que ce furent d'abord pour les militaires et les premiers civils européens, éprouvés par ces maladies tropicales et les épidémies vectorielles, que les premiers services de santé occidentaux se sont mis en place dans l'ensemble de l'Empire colonial français. L'hygiénisme, la santé et la médecine vont constituer des armes scientifiques et idéologiques promptes à assurer la pérennité du colonisateur et à justifier aussi l'argument civilisateur. Alors, je vous propose ici de revenir rapidement sur ce lien entre ordre colonial et vulnérabilité sanitaire, d'abord à l'échelle de l'Empire. Je vais un peu essayer de jouer sur les échelles pour qu'on ait une approche au niveau de l'Empire et puis approche plus locale pour la Guyane. Alors, justement, la Guyane, au lendemain de la guerre de 7 ans, c'est cette guerre qui va de 1756 à 1763, et la colonie de la Guyane, qui jusque-là était restée dans les marges de l'Empire, elle va subitement beaucoup intéresser le royaume parce qu'elle va devenir un enjeu politique et diplomatique de premier plan. C'est à ce moment-là que va avoir lieu la fameuse expédition de Kourou, qui est organisée par le duc de Choiseul en 1763 et qui visait en fait à faire oublier le déplorable traité de Paris de 1763, traité par lequel la France a perdu le Canada et plusieurs comptoirs en Inde, et la Louisiane également. Donc là, la France se recentre sur cette colonie qu'est la Guyane, et elle entendait constituer avec Kourou donc une nouvelle colonie de peuplement une nouvelle colonie de peuplement sans esclaves, et qui ambitionnait de rivaliser avec New York, donc une colonie de peuplement européenne. Alors, c'est vrai que ma collègue Isabelle Merle, qui travaille beaucoup sur l'histoire coloniale, elle me dit que elle, ce qui l'interpelle dans l'histoire de la Guyane, c'est qu'il y a toujours eu ce projet de peupler la Guyane à tout prix. Et effectivement, avec cette expédition de Kourou, on a ce souhait d'essayer de peupler donc la Guyane. Le problème, c'est que cette expédition de Kourou, en fait, elle est hâtivement préparée. L'expédition va mal tourner. Alors, si ça vous intéresse, il y a plusieurs historiens qui ont travaillé. Il y a notamment Marion Godefroy. Et on va avoir 12 000 colons qui meurent, mais qui meurent de maladies, de dysenterie, de fièvre jaune, notamment, de paludisme, il en était question. Et Olivier Lecourt-Grandmaison a publié un ouvrage il y a à peu près 10 ans qui s'appelle « L'Empire des hygiénistes, faire vivre aux colonies ». Il revient longuement sur cette expédition de Kourou. Et l'expédition de Kourou va marquer vraiment un tournant. Déjà, elle marque la fin du règne de Louis XV, mais elle marque un tournant d'une part parce qu'elle va participer à construire les imaginaires autour de cette Guyane et de cet enfer vert, et puis aussi parce qu'elle va questionner des générations de médecins sur l'importance de mettre en place une politique de santé pour accompagner les expéditions militaires. Alors, dès cette époque, on a notamment un docteur, un médecin de la marine qui s'appelle Orgeas, qui va consacrer plusieurs pages sur cette expédition de Kourou dans un ouvrage qui s'appelle « La pathologie des races humaines et le problème de la colonisation, études anthropologiques et économiques faites à la Guyane française ». Donc, l'ouvrage est apparu un siècle après, plus d'un siècle après, en 1886. Donc, dans cet ouvrage scientifique, qui est aussi le produit de son temps, donc aussi un ouvrage fait par un médecin, mais aussi où l'idéologie coloniale transparaît, ce médecin Orgeas, entend démontrer que la catastrophe de Kourou, elle n'est pas liée elle n'est pas liée au climat, elle n'est pas liée non plus aux fièvres. Enfin, si elle est liée aux fièvres, mais elle n'est pas liée au climat, elle est surtout liée à une impréparation, et à l'absence de respect des règles sanitaires. Un constat que les médecins de l'époque de la catastrophe de Kourou, pour reprendre l'expression, déjà soulignaient. Je vous cite un passage d'un extrait d'un rapport d'un administrateur maritime de 1791, qui fait quand même pas mal écho aux imaginaires qui vont naître de cette expédition. On ne peut prononcer sans frémir le nom de Kourou, de ce lieu où périrent 13 000 victimes d'un projet praticable peut-être, s'il eût été pris avec modération et précaution, où l'État enfouit 30 millions de dépenses sans autre effet que de perdre pour longtemps la réputation de cette infortunée colonie, sur le climat de laquelle on rejeta ce qui n'était que de la faute du gouvernement et d'une combinaison insensée. Donc, des leçons de Kourou, le corps médical français va retenir la nécessité impérieuse
de protéger les expéditions, amenant, je cite, des hommes immunologiquement naïfs, non prémunis au contact d'un environnement complexe, pathogène, mal connu et mortifère. Le problème, c'est que cette prise de conscience des médecins ne va pas du tout être suivie par le corps, par les militaires. Les militaires vont refuser de donner une place trop importante aux médecins dans la stratégie militaire et vont reléguer les médecins à l'arrière. Et du coup, le médecin va être cantonné à soigner les malades et à constater les effets parfois dramatiques de l'absence d'une politique prophylactique. Je dis dramatique parce qu'on peut citer par exemple la campagne de Madagascar en 1895 qui va entraîner 5736 morts parmi le corps expéditionnaire, mais sur ces 5736, il n'y en a que 25 qui meurent au combat. Le reste vont mourir de maladies, notamment. Et donc, de ces chiffres, il faut retenir d'une part que l'État a refusé de mettre en place une politique sanitaire nationale et prescriptive, et que la place de ce médecin à l'arrière va durer longtemps, en tout cas va durer jusqu'à que la question de la conquête des territoires doit faire place à la mise en place d'un projet colonial et donc d'une société coloniale. À partir du moment où les militaires laissent le pas aux civils, la question sanitaire, elle devient totalement accrue parce qu'il faut absolument maintenir ces populations, sinon c'est tout le projet colonial qui tombe à l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on va enfin écouter donc ces médecins. Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que le gouvernement, effectivement, va céder. Donc on est sous la Troisième République. Pendant ce temps, donc, avant la fin du XIXe siècle, l'état-major va va refuser d'accorder aux médecins donc cette place de choix dans la stratégie d'expansion coloniale. La victoire donc militaire va donc laisser la place à cette question sanitaire, et il faut seulement attendre 1890 pour voir l'ouverture à Bordeaux de la première école de santé navale. 15 ans plus tard, c'est la fameuse école du Pharo à Marseille, l'école militaire du Pharo, qui est inaugurée, qui va véritablement devenir un centre névralgique de la formation en médecine tropicale. Et elle va avoir pour mission de former des médecins, mais aussi des pharmaciens du fameux corps de santé des troupes coloniales en France et aux colonies. Ces fameux médecins dont vont être issus tous les médecins qui vont arriver en Guyane au 19e, début 20e, et dont beaucoup vont exercer dans le cadre du bagne. À côté de ces deux écoles, il y a des instituts privés, et le rôle de l'Institut Pasteur va être fondamental, créé en 1888, fondamental parce que le réseau international de l'Institut Pasteur va se mettre en place un peu partout sur l'ensemble de l'Empire, et il va jouer un rôle pionnier dans la microbiologie médicale. Et on peut citer notamment les premiers centres qui s'installent en Indochine, donc à Saigon en 1891, à Hanoï en 1924. On peut citer aussi l'Institut Pasteur de Tunis en 1893, Alger en 1894, Casablanca en 1929, mais ça s'explique aussi par l'histoire de la conquête du Maroc, le Sénégal en 1923, l'AOF avec Brazzaville en 1898, l'Afrique équatoriale française en 1922, et la Guyane va devoir attendre donc, en 1940 pour avoir son Institut Pasteur, qui est inauguré un an plus tard. C'est d'ailleurs dans ces instituts Pasteur que vont se développer les recherches importantes autour du paludisme. L'historiographie, puisque nous, historiens du fait colonial, on a beaucoup travaillé aussi sur le discours civilisateur, qui se vante d'apporter des hôpitaux, des réalisations, des campagnes vaccinales, etc. En fait, face à ce discours, les réalisations sont beaucoup plus modestes. Et il faut véritablement attendre le XXe siècle pour qu'on ait des autorités coloniales, une véritable politique de santé en direction de leurs administrés indigènes, le terme est entre guillemets, puisque c'est une catégorie coloniale. Alors pourquoi subitement, au début du XXe siècle, on va vouloir développer des politiques à l'égard de ces populations? Parce qu'on change de paradigme. Au début du XXe siècle, surtout pendant l'entre-deux-guerres, on va avoir tout le discours autour de la nécessité d'aménager l'Empire. C'est la question de l'aménagement de l'Empire. C'est dans les travaux d'Albert Sarraut, l'ancien gouverneur général d'Indochine, qui va devenir ensuite ministre des colonies. Donc, valoriser l'Empire, toujours pour mieux valoriser donc, les ressources, mettre en place des politiques d'aménagement. Et donc, cela va nécessiter d'avoir des populations qui sont aptes à mener ces travaux de terrassement, notamment, qui sont importants.
Le problème dans cette valorisation de l'aménagement, qui va se répertorier en Guyane avec la création de ce qu'on appelle les établissements pénitentiaires spéciaux en 1931, les fameux bagnes notamment de Cricangui, Sautigre et la Forestière, qui sont destinés à accueillir seulement des bagnards, des transportés originaires d'Indochine. On est dans le contexte de la grande révolte de Yen Bai. Et donc, on va avoir 500 transportés indochinois qui arrivent en Guyane et qui vont avoir pour rôle de mener des travaux qui visent à désenclaver l'intérieur. Donc, avec un ensemble d'éléments. Et ces EPS, ils sont importants parce qu'avec eux va naître le fameux territoire de l'Inini, une colonie dans la colonie. Mais si je reviens sur cette nécessité d'aménager, de valoriser l'Empire, ben, le problème sur le plan sanitaire, c'est qu'on va assister à des déplacements de population sur des longues distances, à des déforestations qui vont avoir une incidence également dans la diffusion de maladies vectorielles. Et d'où cette nécessité donc d'avoir une politique sanitaire adaptée. Et c'est à partir du début du XXe siècle véritablement qu'on va avoir des dispensaires, des services d'assistance médicale indigène qui vont se développer avec une part plus ou moins forte selon les colonies, de manière déjà assez inégale. Et donc en Guyane, la question de la présence, d'une présence médicale à l'intérieur du territoire, c'est donc les années 30. Alors bien évidemment, mon collègue en parlera tout à l'heure, le premier hôpital de Cayenne, il date du 18e. On a eu aussi l'hôpital de l'île Royale, au milieu du 19e, 1862. Je n'ai pas la date en tête pour l'asile des aliénés aussi de l'île Royale, mais il y a eu donc, et puis l'hôpital André Bouron qui lui est construit entre 1906 et 1912 du côté de Saint-Laurent et qui est en lien avec le camp de la transportation. Donc, au début du XXe siècle, on a ces politiques d'assistance médicale. On a aussi les premières grandes campagnes de vaccination dans l'Empire, notamment des grandes campagnes de vaccination contre la variole. Le paludisme, je rappelle que, si je ne me trompe pas, Alphonse Lavéran est prix Nobel de médecine en 1907. Il a travaillé sur le paludisme. D'ailleurs, ses premiers travaux ont porté sur lorsqu'il était en Algérie, où il a commencé à travailler sur ces questions-là en Algérie. Et donc, on va avoir à cette période-là un véritable dynamisme de la médecine tropicale qui va parfois donner lieu à des utopies médicales, c'est-à-dire notamment au Cameroun, on va avoir une utopie autour de ce fameux roi médecin que fut Jean-Joseph David, qui va développer une expérience autour du biopouvoir, ce concept, ce néologisme utilisé par Michel Foucault pour identifier une forme d'exercice du pouvoir qui porte non pas sur les territoires, mais sur les populations, et les médecins ont joué un rôle clé. C'est une expérience qui va mal tourner, aussi parce que les moyens alloués à ces médecins vont être faibles au regard de la mission qui leur est confiée. Si cette question du médecin roi vous intéresse, il faut lire les travaux de Guillaume Lachenal, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, juste pour poursuivre, j'espère que je vais être dans les temps. Alors, parallèlement à ce moment-là, et sur cette question d'aménagement aussi de l'Empire, il va se poser aussi la question de la prise en compte des maladies hydriques, qui va justifier donc l'organisation de travaux. Et en Guyane, à partir du moment où on va avoir cette question de développer l'Interland, donc le territoire de l'Inini, le choix des implantations des lieux de colonisation vont se faire en lien avec les médecins militaires. C'est-à-dire que les médecins vont donner leur avis sur l'implantation de ces lieux de colonisation, notamment autour de foyers. La question autour du paludisme va être centrale dans leur choix. Alors, sur le plan logistique et à l'échelle de l'Empire, on a quand même une faiblesse numérique des médecins coloniaux, même s'ils sont mieux formés. Et cette faiblesse des médecins coloniaux a pu être compensée par les missionnaires, avec qui ils partageaient la même mission civilisatrice, à mettre entre guillemets aussi. On a eu de nombreux dispensaires et hôpitaux. C'est ce qu'on appelle l'association du prêtre et du médecin, qui montre aussi ses limites matérielles de la médecine en situation coloniale. Une médecine qui est à la fois le relais de la domination coloniale, qui joue un rôle d'agent aussi de contact avec les populations, mais qui est surtout tributaire des moyens que l'État colonial lui attribue. Et en la matière, c'est quand même un parent pauvre. Alors bien sûr, les instituts privés, dont l'Institut Pasteur, vont jouer un rôle important, mais les médecins militaires, eux, vont être sous-dotés. Et c'est véritablement vrai en Guyane, pendant la période de l'entre-deux-guerres, qu'on va avoir une politique sanitaire qui commence à se développer.
Alors, la médecine coloniale va, je vous l'ai dit, tenter de répondre avant tout à des préoccupations sécuritaires destinées à protéger prioritairement les Européens dans le cas de buts coloniaux. La modification, cependant, par la colonisation, les circulations environnementales, la modification des écosystèmes coloniaux consécutifs donc à cette déforestation a eu pour effet de produire des terreaux fertiles à la prolifération de certaines maladies. Je vous citais Lachenal tout à l'heure, mais lui, il a beaucoup travaillé autour de la maladie du sommeil, notamment au Congo, qui montre comment ces questions de déforestation, d'aménagement ont aussi eu des conséquences sur les populations. Et les flux de circulation aussi consécutifs à l'expansion européenne et à la paupérisation des populations locales vont aussi contribuer à accroître le développement de ces maladies tropicales. Les médecins coloniaux ont été tributaires, je vous l'ai dit, des moyens qui leur étaient alloués. Alors concrètement, en Guyane, comment ça va se passer ? Vous le savez, l'histoire de la Guyane au XIXe siècle elle est aussi intimement liée à cette histoire de la transportation. Ça a été un laboratoire de la technologie disciplinaire, pour reprendre encore les termes de Foucault, et de l'utopie pénale. Et cette colonie de la Guyane, cette colonie pénitentiaire, va évoluer aussi aux marges de l'Empire dans un environnement sociopolitique qui est complexe, où on a plusieurs pouvoirs, le pouvoir civil, le pouvoir du gouverneur général, le pouvoir également de l'administration pénitentiaire, des justices civiles, des justices de l'administration pénitentiaire. Bref, on a, cela dit, une situation complexe avec des populations, une colonie qui est sous-peuplée, mais cela dit, une colonie pénitentiaire qui est véritablement la clé de voûte du maintien de l'ordre au sein de l'Empire. On va avoir beaucoup de populations issues de l'Empire. On parlait tout à l'heure des Algériens, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a une thèse en cours sur les transportés issus d'Afrique subsaharienne dans les colonies, dans les bagnes également. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le statut de colonie pénitentiaire a contribué à tenir éloigné la Guyane de la dynamique de la recherche en médecine tropicale à l'époque. Parce que sans cependant qu'elle soit ignorée des travaux des médecins. Et là, j'ai pas suffisamment travaillé sur la question, mais la Guyane, on la voit dans certains rapports de recherche, dans certains congrès internationaux, mais elle reste à la marge en fait des publications scientifiques. Et là, c'est les travaux de Jean-Lucien Sanchez sur la relégation, sur le bagne, qui montrent que la Guyane a accueilli plus de 70 000 forçats au cours de 1852 jusqu'au départ des derniers forçats en 1953. Et au départ, oui, il y avait cette utopie pénale qui voulait que le transporté devait d'abord purger sa peine et puis ensuite pouvait racheter sa peine en étant concessionnaire, je schématise. Et en fait, rapidement, finalement, c'est le volet répressif qui a surtout été maintenu. Et donc les médecins qui sont sur place, ce sont surtout des médecins qui sont rattachés à l'administration pénitentiaire. Il y a beaucoup de publications, on a plusieurs témoignages de médecins, notamment le médecin Léon Collin, sur son passage en Guyane. Donc, cette loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés du 30 mai 1854, dite loi sur la transportation, donc, va poursuivre en Guyane 3 objectifs. Et ça a une importance aussi sur la question de l'histoire de la santé en Guyane. Bon, c'était toujours cette idée de ce que l'historien Dominique Khalifa dit, éloigner les indésirables. Donc, éloigner les condamnés aux travaux forcés de métropole et de l'Empire, fournir à la Guyane une main-d'œuvre peu onéreuse qui lui permettrait d'accompagner son développement économique et permettre, je vous l'ai dit, dans cette idée d'utopie pénale, aux forçats les plus méritants de devenir colons à leur libération. J'ouvre une parenthèse, c'est complètement paradoxal d'ailleurs, parce qu'on va faire venir des transportés de l'Empire à qui, pour certains, ont perdu leur terre au cours de la conquête, et une fois la peine purgée en Guyane, on va leur donner des concessions pour devenir donc colons. Mais dans les faits, donc, les bagnards furent essentiellement soumis à des travaux forcés, et finalement la Guyane n'a pas profité ni économiquement ni démographiquement de l'implantation du bagne. D'ailleurs, les élus de Guyane se sont toujours opposés à cette implantation, avant même Monnerville. Et ce projet de colonisation pénitentiaire, j'étais un peu vite, mais il reprenait le projet, l'idée de colonie pénitentiaire britannique, l'exemple de l'Australie. À un moment où l'Australie, la Grande-Bretagne mettait fin à cette utopie, la France lançait donc cette colonie pénitentiaire en Guyane. Alors,
qui fait qu'on va avoir en Guyane cette idée toujours d'en faire et de pays des fièvres. Alors c'est une réalité parce que la fièvre jaune va faire des ravages tout au long du 19e siècle, avant même la mise en place du bagne. Il y a entre 1802 et 1885, la Guyane aurait connu 6 grandes épidémies de fièvre jaune. Donc on a une littérature aussi importante, notamment, j'avais retrouvé aux archives notamment le discours inaugural d'un magistrat qui disait combien l'épidémie de 85 avait fait des ravages chez les avocats. Et en fait, alors que le bagne, les traces du bagne, en dehors du camp de la transportation et quelques vestiges sont moins fortes, si vous allez au cimetière de Cayenne, vous allez voir une série de cénotaphes, de tombes qui sont érigées à la mémoire de médecins, de pharmaciens, de militaires, d'administrateurs coloniaux qui sont morts notamment de la fièvre jaune. Et selon un rapport médical qui est adressé par le Conseil de santé au ministre des colonies et de la Marine, par exemple sur l'épidémie de 1850-1851, elle est assez bien documentée parce qu'on sait quelles mesures ont été mises en place pour essayer de contrer cette épidémie. Faute de temps, je ne vais pas vous le citer, mais les mesures, en fait, schématiquement, la première mesure, c'est que les autorités ont essayé d'appliquer un protocole sanitaire basé sur des règles hygiénistes, des mesures visant à éloigner les moustiques. Dans la ville de Cayenne, on va faire des feux, notamment, pour essayer d'éloigner les moustiques. La population est confinée. La circulation des soldats est aussi limitée. La deuxième mesure, c'est que cette maladie à transmission vectorielle est en fait mal connue. Ils vont donner de la quinine aux malades. Alors, je parle devant des médecins, donc cet usage de la quinine n'est pas approprié. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette littérature du XIXe siècle, c'est que, à ma connaissance, dans ce que j'ai vu aux archives, j'ai pas vu. On parlait beaucoup de fièvre jaune, mais de dengue, non. Donc la dengue n'est pas encore suffisamment connue. Et en fait, le paludisme, qui est endémique à la Guyane, ne fait pas l'objet, tout au long de la période que je viens de vous évoquer, de mesures sanitaires spécifiques. Et il faut attendre la départementalisation pour que, effectivement, on ait des politiques plus appropriées. Je souligne simplement que la lutte contre le paludisme, elle représente 25 à 50% de la morbidité générale en Guyane à la fin du XIXe siècle. Et là, c'est donc les travaux de Sophie Bougarel qui nous dit que en fait, c'est la première grande campagne de démoustication en Guyane, c'est 1949. Alors, je vous ai parlé du paludisme, de la fièvre jaune, mais la lèpre aussi est très, très présente en Guyane tout au long de la période. Les premières léproseries civiles ouvrent en Guyane en 1774, au large de Cayenne, sur l'île et la mer. En 1821, on a une seconde léproserie qui est construite aux îles du Salut, face à Kourou. La troisième et dernière léproserie, c'est celle qui est plus connue, construite par la mère Javoué en 1846 à Karouani, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en cours de réhabilitation. Et cette léproserie, elle ferme en 1979. Alors, pour les bagnards, eux, ils vont être éloignés sur l'île du Diable, située sur le fleuve Maroni. Alors, cette question de la lèpre, elle interpelle beaucoup les Guyanais dans les archives consultées. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai même retrouvé un document d'une étudiante guyanaise qui est en France sous Vichy et qui cherche à avoir une entrevue avec Pétain pour lui parler du cas de la lèpre en Guyane et d'essayer de mettre en place des mesures de dépistage. Là aussi, en fait, le dépistage de la lèpre, il faut attendre le milieu des années 30. Ce n'est qu'en 1940 que le traitement par la sulfone est appliqué aux malades par l'intermédiaire, là, encore une fois, de l'Institut Pasteur. Et c'est vraiment en Guyane, avec l'arrivée de l'Institut Pasteur, qu'on va voir vraiment les maladies tropicales et ce type de maladie qu'est la lèpre prise en charge. Je donne encore une fois des chiffres parce qu'ils sont parlants. En juillet 1940, un recensement des nombres en Guyane, un lépreux pour 20 habitants, soit 992 atteints sur une population d'environ 20 000. Alors au départ, c'est l'isolement qui est préconisé, l'éloignement des malades, la fameuse île des lépreux dans l'ouest. Et puis progressivement, on va ouvrir dans les hôpitaux du littoral, à Cayenne et à Saint-Laurent, des lieux pour accueillir, pour observer ces malades. Je vais terminer sur le territoire de Lénini parce que c'est aussi important. On est dans cette période des années 30 où justement la question de la sécurité sanitaire se pose.
Et il y a un travail qui est formidable, qui est la somme sur l'histoire de Lénini, qui est faite par Gérard Tabouilleau, qui s'appelle Le territoire de Lénini, 1930-1969. C'est un travail extrêmement exhaustif sur ce territoire. Et c'est important aussi dans l'histoire de la santé, parce que lui s'est intéressé à énormément de thématiques sur le territoire de Lénini, mais il s'est intéressé aussi aux médecins et à leur rôle dans ce territoire. Il faut savoir que ces médecins de Lénini vont préfigurer les fameux CDPS, sont des localités de prévention et de soins qui sont mis en place en 1944, si je ne me trompe pas. Mais avant 1944, on avait donc ces fameux médecins du territoire de Lénini. Alors, un des enjeux essentiels de la politique de contact, puisque ces médecins vont jouer un rôle de contact avec les populations, voulu par l'administration coloniale, en Guyane comme ailleurs, c'était de susciter de la part des populations de l'arrière-pays une adhésion à ce nouveau dispositif qu'est le territoire de Lénini, parce qu'avant, en fait, avant la création en 1930 de ce territoire de Lénini, les liens entre l'administration coloniale et les populations dites de l'intérieur sont très faibles. Et le pouvoir central, il est très très loin des préoccupations des populations de l'intérieur. En fait, c'est si vous voulez, vous avez tout le littoral qui est la colonie de la Guyane, et pour schématiser, tout ce qui est après, c'est le territoire de Lénini. Alors, comme j'étais mauvais élève, vous n'avez pas de carte, mais vous pouvez en trouver assez facilement, et notamment dans l'ouvrage de Gérard Tabouillet. Alors, dès le début de la construction des EPS, l'hygiène et les questions sanitaires, donc les établissements pénitentiaires spéciaux qui vont accueillir, je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement des transportés originaires d'Indochine. Donc l'hygiène et les questions sanitaires sont au cœur des préoccupations du gouverneur général de Lénini, parce qu'à partir de 1930, il est gouverneur général de Guyane et de Lénini. Alors, ces EPS, qui sont en fait des bagnes, ils ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire, ils dépendent directement donc, du gouverneur. Et donc, pour mener ces travaux d'aménagement importants, il fallait être sûr que la santé de ces transportés soit à peu près prise en compte, parce que de toute façon, il n'y aurait pas eu de nouveaux transportés. Il devait compter sur ces 500 bannières pour développer donc, ces travaux d'aménagement. Et donc, dans Lénini, les médecins, mais également les infirmiers, vont vraiment être la cheville ouvrière du succès de Lénini. Et à partir de 1936, les médecins sont membres permanents des équipes de chefs de poste de Lénini. Et la visite médicale, elle rythme le quotidien des transportés. Le médecin, il a deux casquettes, celui qui soigne, mais celui aussi qui peut punir, parce que au bagne, aller à la visite médicale, il fallait être autorisé. Et puis certains transportés, fatigués, ont parfois faim d'être malades. Et si par malheur le médecin le voyait et le soulignait, c'était une punition à la fin, notamment des journées de cachot. Alors, donc cette visite rythme le quotidien des 2 minutes des transportés. Et bon, je vais essayer de faire vite. Et donc, du coup, on va avoir aussi... ce sont des médecins militaires qui vont jouer un rôle important. Et dans Lénini, donc, c'est vraiment des agents d'une politique de contact. Comme il me reste 2 minutes, je vais quand même souligner le rôle important de certains médecins dans Lénini. 5 minutes, ok. Bon, merci. Alors, donc, selon les médecins et les infirmiers, donc, je vous l'ai dit, ils sont la cheville ouvrière de cette administration de Lénini. Et Gérard Tabouilleau, lui, souligne que le médecin, s'il y a bien un fonctionnaire de l'administration coloniale qui apprécie les populations, c'est bien le médecin. Et il apprécie et attendu des populations parce qu'on est aussi dans un autre contexte. Dans les années 30, la question coloniale, elle va de pair aussi avec l'anticolonialisme. La formation des médecins a un peu évolué, mais ils sont aussi... ils sont peut-être moins attachés à la question coloniale, mais surtout, on a des médecins qui s'intéressent aux populations. Et ils vont parfois faire une œuvre d'anthropologue, voire de linguiste. On a des médecins qui vont jusqu'à apprendre les langues. Et notamment, je vais vous citer certains médecins qui mériteraient des travaux, des biographies. Donc, un certain médecin Douvier qui fit les premiers bilans sanitaires des Boni, Djouka et Créole du Maroni et des Voyampi. On peut citer aussi un autre médecin, le médecin Charançon, qui lui va décider d'intervenir auprès des plus marginaux, que sont les orpailleurs. Et puis le docteur Billard, qui arrive en 1949 et qui va exercer au dispensaire de Maripasoula.
Et puis aussi un autre médecin qui, lui, va carrément aussi donc apprendre le créole, le Nengetongo. Il va même faire un lexique pour les langues amérindiennes. Son nom m'échappe, mais je vais le retrouver. Donc on a vraiment des médecins qui, dans cette période entre deux guerres et de début de départementalisation, vont jouer un rôle important de relais de l'administration, mais qui aussi vont permettre aussi les premiers bilans en santé de ces populations. Et ils vont participer aussi à toutes ces tournées médicales, au même titre que la tournée administrative, qui a pour but en fait de rendre concrète la présence de l'administration de l'INI. Et donc eux vont dispenser les premiers soins aussi et des assistances avec cette fameuse tournée médicale à ces populations de l'intérieur. On a après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci des médecins civils aussi qui s'associent à ces médecins militaires. Alors, la départementalisation en Guyane, sur le plan sanitaire, a véritablement été un facteur de rattrapage. Et c'est le rôle important de l'Institut Pasteur dans ce domaine-là. Alors, malheureusement, je n'ai pas consulté les archives de l'Institut Pasteur parce qu'elles ne sont pas versées aux archives territoriales. J'ouvre aussi un appel aux institutions, bien penser à vos archives, parce que sans elle, on n'est pas grand-chose, nous, historiens. Et la première campagne de dététisation, elle a lieu, je vous l'ai dit, en 1949, mais elle va permettre de diminuer de 70% les cas de paludisme sur les zones côtières. Et après la départementalisation, les autorités de santé vont prioriser leur action sur la lutte contre le paludisme, la lèpre, la tuberculose, les parasitoses intestinales infantiles. On va aussi donc s'intéresser à la santé donc de ces populations de l'Hinterland avec les premiers dispensaires. Et on va aussi s'intéresser à la question du logement en Guyane avec des premières mesures pour améliorer le logement. Ça s'inscrit dans le cadre du troisième plan qui va de 1958 à 1961 et qui va vraiment aussi accompagner ce que l'historien Serge Mamalafouk dit, l'entrée dans la société de consommation de la société guyanaise. Et à cette période-là, les efforts consentis par l'État en matière de santé publique ont véritablement permis d'initier un cercle vertueux à l'origine d'une baisse significative des maladies infectieuses et parasitaires. On a donc un contexte qui est désormais favorable. Tout à l'heure, je vous parlais de la nécessité de peupler la Guyane avec différents projets qui ont ponctué la période, mais c'est à ce moment-là, avec la départementalisation, avec ces efforts de politique de santé, que la démographie de la société guyanaise devient positive et se développe là, enfin. Et alors pour conclure, parce que j'imagine qu'il faut que je conclue, je vous l'ai dit, la médecine coloniale a été un outil de l'Empire, elle a été actrice, pas seulement en Guyane, mais ailleurs, du développement de l'idéologie coloniale tout au long du XIXe siècle. En Guyane, l'histoire de la santé, elle est intimement liée à son passé colonial. Le déploiement des services de santé en Guyane, c'est pas pour rien, c'est surtout sur le littoral, parce que ça s'inscrit dans cette longue histoire. Le fait aussi que la Guyane a été dissociée de son intérieur, avec le territoire de l'Inini qui prend fin en 1969. Et en tant que territoire français situé en Amérique du Sud, la Guyane a vu ses systèmes de santé évoluer, donc au cours, se mettre en place plutôt sur la dernière partie de la période. Et j'entendais tout à l'heure le professeur Nacher qui dit toutes les difficultés qu'ils ont eues au début et que vous étiez tout petit. Mais en fait, la situation sanitaire, l'amélioration de la situation sanitaire en Guyane, c'est les années 70-80. Donc on est quand même sur une période très récente. Et cette situation sanitaire, elle s'améliore parce qu'on a aussi une extension des services médicaux, on a l'amélioration des transports, la construction de centres de santé dans certaines zones éloignées. Et même si la départementalisation n'a pas effacé les disparités, on est quand même encore dans des enjeux sanitaires qui sont certes importants, mais j'allais dire, le territoire revient de très loin.